Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Je reviens sans cesse à une question. Que se préparent à faire les Iraniens et, surtout, jusqu'où cela peut-il aller? Le langage que Trump utilise maintenant est un langage que je n'ai jamais vu employé par un président américain, y compris pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales. Pour moi, c'est un exercice d'hyperbole difficile à saisir. Aucun président des États-Unis sain d'esprit ne dirait une chose pareille. C'est un point important à souligner. Quand on écoute le président Trump, on finit par s'habituer à ses affirmations outrancières. C'est la chose la plus grande qu'on ait jamais vue. Tout ce qui lui est associé est plus spectaculaire, plus grand, meilleur, peu importe, que tout le reste dans le monde. Mais ce genre de rhétorique très dangereuse de la part du président Trump, c'est autre chose. Qu'on pense ou non qu'il soit sérieux, il est le président des États-Unis. Il faut prendre ses paroles au sérieux, et c'est bien là le cœur de la discussion. Apparemment, dans ce style de gouvernement, l'inflation des adjectifs tient lieu de stratégie. La question que tout le monde se pose, et certainement la première que je me pose, c'est ce qu'il cherche réellement à accomplir. Dans son commentaire du 5, il a dit que ce serait le jour des centrales électriques et le jour des ponts, le tout en même temps, qu'on n'aurait jamais rien vu de tel, et que le détroit serait rouvert. Pourtant, ce qu'il affirme pouvoir accomplir en 4 heures n'a pas été accompli en 38 jours de bombardements presque ininterrompus, avec plus de 13 000 cibles frappées. Cela laisse entendre qu'il ne peut pas simplement utiliser les mêmes munitions que celles déjà employées et s'attendre à un résultat différent, certainement pas en 4 heures. J'ai donc dû me demander si nous parlions d'armes nucléaires ou d'une autre arme conventionnelle, capable de produire un effet que nous n'avons pas encore vu. Quelque part entre rien de comparable et 4 heures, le scénario de la conférence de presse semble avoir confondu un slogan avec un plan de guerre. Ma réponse commence par une observation de Clausewitz. Personne ne commence une guerre, ou plutôt personne de sain d'esprit ne devrait le faire, sans avoir d'abord clairement défini dans son esprit ce qu'il entend obtenir par la guerre et comment il entend la mener. Le premier point est politique, le second est opérationnel. En fin de compte, selon moi, le président Trump ne s'est jamais assis pour envisager toutes les branches et toutes les suites possibles, toutes les possibilités quant à la direction que cette guerre pourrait prendre, et il est donc pris dans un piège d'escalade qu'il a lui-même créé. À ce stade, toutes les possibilités doivent être envisagées. Le piège, malheureusement, est vendu comme de la fermeté jusqu'au moment où la facture arrive. L'emploi du nucléaire me paraît encore très peu probable. La raison est simple. L'utilisation d'une arme nucléaire pourrait provoquer l'intervention d'autres grandes puissances qui possèdent elles aussi des armes nucléaires, et elles pourraient se sentir obligées de menacer de les employer contre nous, ou contre Israël, ou contre les deux, si nous en utilisions une. Je ne crois pas que nous allons voir une arme nucléaire être employée. Quant à autre chose dans l'arsenal conventionnel qui pourrait être extrêmement destructeur, c'est plus plausible. Nous avons vu le missile Oreshnik, un missile hypersonique extraordinairement destructeur à l'impact. Pourrions-nous voir quelque chose de ce genre? Potentiellement oui. Est-ce que cela mettrait fin à la civilisation en Iran? Je ne le crois pas. L'Iran répondrait-il en détruisant toutes les infrastructures sur la rive ouest du golfe Persique et à l'intérieur de l'Arabie saoudite? Oui. Les Houthis fermeraient-ils en même temps l'accès à la mer Rouge? Oui. À quel point cela serait-il paralysant? Nous avons déjà des coupures de courant tournantes en Égypte. Le général Sisi, qui est actuellement président, me semble être un homme sur une glace très mince. Il pourrait être écarté très soudainement, ce qui entraînerait alors directement Israël dans une guerre avec l'Égypte. Il y a ensuite les Turcs. Ils contrôlent la plus grande force militaire terrestre de la région, et c'est une force très capable. Les Turcs sont extrêmement furieux de tout ce que les Israéliens ont fait, et franchement, de plus en plus exaspérés par nous également. Je me rappelle les années où l'on échangeait des commentaires au sujet des films turcs, montrant des soldats turcs confrontant des soldats américains dans le nord de l'Irak. Ce genre de sentiment est quelque chose que nous sous-estimons grossièrement. Voilà ce qui arrive quand de la fanfaronnade de télévision entre en collision avec une région réelle, peuplée d'États bien réels. Donc, pour ce qui est des armes, je pense qu'il s'agira de quelque chose de conventionnel. Cela pourrait impliquer une nouvelle technologie. Nous avons beaucoup de choses en réserve capables de faire des choses remarquables, mais non, cela ne va pas mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons. Cela ne va pas non plus rouvrir le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est déjà ouvert aux gens qui font affaire avec l'Iran et ne soutiennent pas la guerre. Les Iraniens utilisent déjà l'accès au détroit d'Ormuz
pour faire payer des sommes considérables, qu'ils espèrent utiliser pour reconstruire leur pays après la guerre. C'est exactement le genre de choses que je ferai. Mais pour ce qui nous concerne, et pour ce qui concerne les Israéliens et les gens qui nous soutiennent, nous n'y avons pas accès, et je ne vois pas comment ce que menace de faire le président Trump améliorerait cette situation. Annoncer un contrôle total sur un point de passage stratégique ne crée pas magiquement un contrôle total sur ce point de passage, peu importe l'enthousiasme devant les micros. Un autre développement qui a retenu mon attention a été le bruit sur les réseaux sociaux, selon lequel le vice-président Vance était envoyé en Hongrie. Cela m'a paru étrange. Ma première pensée a été que, puisqu'il avait été présenté par le Washington Post et le New York Times comme l'un de ceux qui tentaient de freiner certaines des actions les plus agressives contre l'Iran, Trump cherchait peu à être simplement à l'écarter avant l'échéance pour n'être entouré que de personnes l'encourageant à aller de l'avant. Pourtant, depuis la Hongrie, Vance a déclaré ce matin qu'ils étaient convaincus de pouvoir obtenir une réponse des Iraniens d'ici 8h ce soir, qu'elle soit positive ou négative. Il a dit espérer qu'il ferait le bon choix, parce que ce que voulait vraiment l'administration, c'était un monde où le pétrole et le gaz circulent librement, où les gens peuvent se permettre de chauffer et de climatiser leur maison et de se rendre au travail. Il a ajouté que rien de cela ne serait possible si les Iraniens se livraient à des actes de terrorisme économique, et qu'ils devaient savoir que les États-Unis avaient des outils dans leur boîte à outils qu'ils n'avaient pas encore décidé d'utiliser, des outils que le président emploierait si les Iraniens ne changeaient pas de cap. La boîte à outils, semble-t-il, est toujours la plus impressionnante juste avant que quelqu'un doive expliquer pourquoi la dernière boîte à outils n'a pas marché. Cela a immédiatement soulevé une autre contradiction. D'un côté, Vance disait en substance qu'il y avait des armes qu'il n'avait pas encore utilisées, tout en suggérant qu'il pourrait encore y avoir une négociation au bout du tunnel. De l'autre, le Wall Street Journal rapportait que l'Iran avait interrompu la diplomatie directe avec les États-Unis à cause du message de Trump sur Truth Social et disait qu'il n'y avait aucun intérêt à parler du tout. Ensuite, Bill Hammer, de Fox News, a rapporté qu'un haut responsable américain lui avait dit que les États-Unis étaient absolument en contact avec l'Iran, que les discussions avaient été positives et qu'avec un peu de chance, il pourrait avoir quelque chose d'ici la fin de la journée. Ce sont des signaux complètement contradictoires, et je n'accorde pas beaucoup de crédit à aucun d'entre eux. Dans ce modèle d'information, la contradiction n'est pas un bug, c'est presque un format d'exposé. D'une manière générale, quand est-ce qu'on a entendu pour la dernière fois la vérité brute de la part de qui que ce soit dans l'administration Trump? Qu'il s'agisse des rapports sur l'emploi, de l'état du moral à l'intérieur des forces armées, de leur préparation au combat ou du prétendu rétablissement de l'état de droit dans le pays, j'en suis rendu au point où j'écoute, mais je ne crois rien tant que je ne vois pas de preuves tangibles, concrètes. Voilà ma première observation. La deuxième, c'est que Vance, comme tout le monde dans cette administration, a signé ce qui revient à un engagement « Israël d'abord ». Personne dans cette administration ne pourrait occuper un poste au cabinet ou n'importe quel poste dans l'exécutif s'il n'avait pas d'abord effectivement juré fidélité à Israël. Donc, peu importe ce que dit Vance ou ce que les gens lui prêtent, quiconque croit qu'il va, lui ou quelqu'un d'autre dans cette administration, s'opposer systématiquement à des politiques « Israël d'abord » se fait des illusions. Ce sont les politiques actuellement poursuivies contre l'Iran, et cela ne changera pas. Oui, il y a peu, être des choses dans la boîte à outils. Le problème, c'est qu'elles ne mettront pas fin à cette guerre et qu'elles ne rouvriront pas le détroit. Et lorsqu'on entend ce genre de déclaration, il faut se rappeler ce qui existait avant le début de la guerre. Tout ce que nous disons vouloir aujourd'hui existait avant le début de la guerre. La raison pour laquelle nous avons un problème aujourd'hui dans le Golfe Persique en matière d'accès au pétrole, ainsi qu'aux 47 différents produits dans le monde pour lesquels le pétrole est vital, c'est que nous sommes entrés en guerre contre l'Iran. Soyons clairs, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui est venu en premier? Malheureusement, c'est nous la poule. Et nous sommes venus avant l'œuf. Nous avons laissé un beau gâchis dans le Golfe Persique, et il ne disparaîtra pas de sitôt. Voilà la partie gênante du message. On casse d'abord le mécanisme, puis on tient une conférence de presse pour exiger qu'il fonctionne normalement. Du point de vue des Iraniens, ils voient abondamment que nous, sous l'influence de nos amis israéliens, dont la culture, la mentalité et la manière de faire semblent nous avoir été transmises, traitons les négociations avec un mépris complet. Les Iraniens ne voient aucune raison de discuter avec nous de quoi que ce soit. Oui,
Des messages ont été échangés par l'entremise d'un intermédiaire pakistanais, mais à chaque fois, la réponse a été la même. Merci, non. Ce que nous offrions n'était pas quelque chose que les Iraniens pouvaient accepter parce qu'au bout du compte, il s'agit de la souveraineté iranienne. Il ne s'agit pas simplement de l'Iran et du Golfe Persique. La crise du Golfe Persique est une conséquence de nos attaques contre l'Iran. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons attaqué l'Iran au départ. Nous avons attaqué l'Iran pour Israël. Nous essayons de détruire l'Iran pour Israël. Les Américains doivent comprendre cela. Ce n'est pas une guerre qui est nécessairement dans l'intérêt du peuple américain. En fait, je ne vois aucune preuve que ce soit le cas. L'Amérique, d'abord, a la drôle d'habitude d'arriver avec la liste d'épicerie stratégique de quelqu'un d'autre. La vraie question devient donc celle de la direction que cela prend. Trump a déjà reculé sur plusieurs échéances, mais celle-ci paraît plus ferme que les autres, surtout après l'abattage de l'appareil et ce qui a peu être été une tentative avortée de raid contre l'une des installations nucléaires. Il a répété la menace encore ce matin et l'a amplifiée en parlant de civilisation elle-même. Si quelqu'un croit qu'un langage plus dur va forcer une percée diplomatique et faire céder les Iraniens, c'est exactement le contraire qui semble se produire. Le volume continue de monter, mais la dissuasion n'est pas un concours de karaoké. Le président du Parlement iranien a déclaré que Trump avait environ 20 heures pour soit se rendre à l'Iran, soit voir ses alliés retourner à l'âge de pierre. Il a dit que l'Iran ne reculerait pas. Le président a déclaré que plus de 14 millions d'Iraniens fiers s'étaient déjà inscrits pour sacrifier leur vie afin de défendre l'Iran, et que lui aussi avait été et demeurerait dévoué à donner sa vie pour l'Iran. Le Corps des gardiens de la Révolution islamique, ou CGRI, a publié que la retenue était terminée, que sa réponse serait désormais menée sans considération, privant les États-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz pendant des années. Et la partie la plus importante, à mes yeux, était l'avertissement selon lequel, si l'armée américaine franchissait des lignes rouges, la réponse de l'Iran dépasserait les frontières de la région. C'était le deuxième avertissement de ce genre que je voyais. En même temps, les Iraniens eux-mêmes se trouvaient sur les ponts que Trump avait menacé de détruire, montrant leur défiance et ne donnant aucun signe de peur. Il y avait aussi déjà une certaine activité apparente sur le terrain, avec des informations faisant état de frappes sur des endroits comme le chemin de fer d'Ispahan et l'île de Karg. Ce que cela me dit, c'est quelque chose que je répète depuis le début, avec beaucoup d'autres qui ont observé cette situation évoluer. Pour l'Iran, cette guerre est existentielle. Il s'agit de la survie de la civilisation iranienne. Cela tend à changer le calcul, même si les éléments de langage du soir prétendent le contraire. L'Iran est un État civilisationnel central. L'Inde l'est aussi. L'État turc l'est également, grâce à son héritage ottoman. Ces États représentent beaucoup plus que les limites actuelles de leur État-nation. Ils représentent des milliers d'années de culture et d'histoire. Aucun d'eux, en aucune circonstance, ne va abandonner sa souveraineté. C'est cela qu'il faut comprendre. Trump a d'abord décrit tout cela comme un simple voyage. Un voyage. En d'autres mots, quelque chose de non existentiel pour nous. Mais ce prétendu voyage consiste à mettre à genoux une nation de 93 millions de personnes, à détruire son mode de vie et son existence même. Pourquoi n'est-ce qu'un voyage pour nous? Parce que c'est un voyage pour Israël. Et c'est là le problème que les gens ne comprennent pas. Nous ne pouvons pas résoudre militairement les problèmes stratégiques d'Israël, même si c'est précisément ce qu'on nous demande de faire. Appeler cela un voyage ne rend pas la destination moins catastrophique. Cela rend seulement l'argumentaire plus cynique. Israël était déjà largement mal vu, sinon traité comme un paria, dans la région. Maintenant, une grande partie du monde islamique voit Israël comme une menace, un virus qui finira par tout les détruire. Il suffit de regarder la carte du Grand Israël. Cette carte inclut une bonne partie de l'Arabie saoudite, le nord de l'Irak, la Syrie, la Jordanie, le Sinaï, un certain territoire à l'ouest du Nil et au moins la moitié du Liban. Tout cela se retrouve dans la notion de soi-disant Grand Israël. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il existait un concept de Grande Allemagne, le Großdeutschland. D'une certaine manière, cela avait plus de sens, parce qu'au moins des Allemands vivaient réellement sur les territoires en question, même s'ils n'y étaient pas toujours majoritaires. Dans le cas présent, des populations entières devraient être soumises au traitement infligé à Gaza. Elles devraient être effectivement soumises, réduites en servitude ou chassées. C'est insensé. Pourtant, c'est pour cela que nous nous battons, et les gens doivent le comprendre. Je ne vois aucune preuve qu'un tel projet puisse réussir. La carte devient toujours plus grande dans la rhétorique précisément
parce que la réalité refuse toujours de coopérer. Ce qui me frappe maintenant, c'est combien de personnes vont être brûlées vives dans cet effort. Ce qui a peu être commencé pour Trump comme une excursion ou une diversion ressemble maintenant à quelque chose de plus ambitieux et de plus destructeur, surtout quand il revient sans cesse au même langage. Nous avons entendu un message disant qu'il ne pouvait être question de cesser le feu, mais qu'il y avait, de l'autre côté, un participant actif et volontaire qui souhaitait parvenir à une entente. Pourtant, la déclaration la plus révélatrice était l'autre. Il donnait à l'Iran jusqu'à demain, UIH, heure de l'Est. Et après cela, l'Iran n'aurait plus de ponts ni de centrales électriques. L'objectif, c'était l'âge de pierre. C'est cette formule-là qui compte. Dans cette mise en scène, les échéances ressemblent moins à des instruments de politique qu'à des accessoires pour éclairage dramatique. C'est cela qui m'inquiète. Parler de l'âge de pierre, ce n'est pas parler de frappe de précision contre quelques cibles ponctuelles. C'est plus proche d'un bombardement à la Dresde. Cela ressemble à une vision de destruction généralisée. Et dans d'autres commentaires, Trump a aussi multiplié les allusions à la prise du pétrole iranien. À mes yeux, cela suggère que la liste des cibles s'élargit. En vérité, je pense que l'objectif a toujours été le contrôle des champs pétroliers de la région. Il faut remonter aux années 1990 et relire ce qu'écrivaient Richard Perle, Paul Wolfowitz et le reste de ce cercle néoconservateur. Si nous pouvions contrôler les ressources pétrolières du Moyen-Orient, alors nous tiendrions la Chine à la gorge. Mais ce n'était jamais la seule intention. L'objectif plus large était de faire d'Israël le champion incontesté et le roi du Moyen-Orient. Je ne pense pas que nous allons un jour tenir la Chine à la gorge, et je ne crois pas non plus que les Américains aient besoin de faire cela. C'est absurde. Ce que je crois, en revanche, c'est que nous sommes revenus là où nous étions auparavant. Tout cela concerne Israël, sa sécurité, sa mise à l'abri, et le fait de le mettre à la tête de toute la région. Le refrain « prendre le pétrole » fait partie de ces rares moments où le slogan oublie de porter une cravate diplomatique. Tout cela va échouer. Cela n'a aucune chance de réussir. Et quant à bombarder une nation jusqu'à l'âge de pierre, je ne suis pas d'accord avec cette idée rassurante selon laquelle nous ne pourrions pas faire ce qui a été fait à Dresde. Je crois que nous le pouvons, et je crois que les Iraniens le savent parce que leur ville en porte déjà les marques. Nous faisons des choses que nous n'avons pas faites depuis la Deuxième Guerre mondiale ou le Vietnam. On peut soutenir que les bombardements menés par nous et par la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale relevaient de crimes de guerre, et on peut avancer un argument semblable pour le Vietnam. Il se peut bien que la même chose se produise ici. Quand on détruit l'électricité, on met les hôpitaux hors service. Les Israéliens bombardent déjà des hôpitaux en Iran et des centres d'urgence depuis le début de la guerre, et je pense qu'ils ont lancé une nouvelle vague de frappes la nuit dernière parce qu'ils craignaient de devoir faire face à un cessez-le-feu. Je ne crois pas qu'un cessez-le-feu soit à venir. Je pense qu'ils vont plutôt se retrouver face à quelque chose de pire que tout ce qu'ils ont déjà subi de la part de l'Iran, et potentiellement de la part d'autres acteurs qui soutiennent l'Iran. La doctrine semble être que, si la dernière escalade a échoué, la suivante n'a besoin que d'un meilleur slogan. Trump est pris dans l'escalade. Il ne sait rien faire d'autre que d'intimider. Alors, il essaie encore d'intimider. Et quand cela échoue, que fait-il? Il escalade. Voilà comment cela fonctionne. Quelqu'un pourrait lui dire que l'escalade n'est pas la réponse, mais je ne vois personne le faire. Je ne vois certainement aucune preuve que des gens au département de la Défense se lèvent pour dire « Monsieur, cela ne fonctionnera pas, et si vous faites cela, nous pourrions nous retrouver dans une guerre beaucoup plus vaste, impliquant beaucoup plus d'acteurs. » Il y a toujours beaucoup d'assurance dans la pièce, jusqu'à ce que la géographie, l'économie et les représailles commencent à voter. Cette guerre élargie n'aurait pas à rester confinée à l'hémisphère oriental. Il pourrait y avoir une escalade ici, dans l'hémisphère occidental, contre nous. Les cartels de la drogue au Mexique, qui constituent depuis longtemps la véritable menace pour nous, sont alloués. Ils ont intérêt à maintenir la circulation de la drogue et des personnes à travers nos frontières et nos eaux côtières. Pourraient-ils coopérer avec l'Iran? Absolument. Sans aucun doute, il existe déjà des chapitres du Hezbollah au Mexique. Ils n'ont pas encore agi, mais ils existent. Les réseaux sunnites, le groupe État islamique, Al-Qaïda, Al-Nosra, ont été beaucoup plus actifs au Mexique. Tout cela pourrait nous exploser au visage à l'intérieur même de notre pays. Ils pourraient viser nos raffineries, nos infrastructures pétrolières, peut être même provoquer des accidents dans des centrales nucléaires. Il existe toute une gamme de possibilités,
Et nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour sécuriser nos propres infrastructures. Nous avons commencé sous Obama, puis l'argent qui devait servir à moderniser le réseau électrique et les systèmes connexes a été détourné ailleurs. Nous n'en avons presque rien tiré. Nous devons vraiment prêter attention à nos propres infrastructures intérieures, surtout au réseau électrique et au réseau de distribution d'énergie. Donc oui, je pense qu'un tel retour de flamme pourrait se produire. Pour une opération vendue comme une démonstration de force, elle a une manière remarquable d'exposer toutes les faiblesses laissées sans surveillance à la maison. Une autre question importante, c'est de savoir qui Trump écoute réellement. Joe Kent est parti, ou du moins il n'est plus dans le jeu, et cela retire une voix qui aurait être pu compter autrefois comme une voix de raison, même s'il avait déjà été marginalisé depuis octobre dernier. Ce qui est maintenant au premier plan, c'est une toute autre voix. Lindsey Graham a rendu parfaitement claire sa façon de voir ce moment. À ses yeux, l'Iran est composé de gens qui utiliseraient une arme nucléaire s'ils pouvaient en obtenir une, qui trichent depuis des années, et que Trump a noblement empêché de parvenir au seuil qui leur aurait permis de fabriquer 8 ou 10 bombes nucléaires. Dans ce cadre, il n'existe donc que 2 issues possibles. Soit l'Iran capitule par la diplomatie, soit il y a une attaque militaire massive qui détruit la capacité du régime à faire la guerre pour toujours. Dans ce scénario, la diplomatie est invitée sur scène, surtout pour que la guerre puisse livrer le monologue final. C'est clairement là que Graham veut mener les choses. Et il l'a exposé encore plus ouvertement lorsqu'il a déclaré qu'il n'existait aucun usage commercial pour de l'uranium enrichi à 60%, que nous devions mettre la main dessus, que l'Iran devait soit nous le remettre, soit que nous devions le lui prendre. Il a ajouté qu'une fois tout cela terminé, l'Iran ne devait plus être autorisé à conserver la capacité de contrôler le détroit d'Ormuz, à redevenir le plus grand État soutien du terrorisme, à posséder l'arme nucléaire, ni à fabriquer des missiles menaçant nos forces dans la région. Ce n'est pas seulement un objectif militaire, c'est un objectif de changement de régime. Cela signifie que l'Iran ne peut pas rester en contrôle du détroit d'Ormuz, ne peut pas conserver de matière nucléaire, ne peut pas conserver de capacité balistique, ne peut pas rester ce qu'il est. Mais si tel est l'objectif, alors le seul moyen de l'atteindre serait de vaincre complètement le régime lui-même. Et sans armée terrestre pour entrer sur place et faire cela, l'ensemble est théoriquement incohérent. La destination est toujours décrite avec une certitude parfaite. Le pont manquant pour y arriver est traité comme un simple détail administratif. Pour comprendre pourquoi cette logique continue d'être poussée, il faut revenir en arrière et comprendre la position de Graham. Il a bénéficié de la largesse israélienne aux États-Unis. Il est un porte-parole des intérêts israéliens. Cela me ramène au point de départ. C'est l'agenda israélien. Quelqu'un devrait se lever et demander pourquoi cela devrait être notre agenda. Depuis plus de 40 ans, nous opérons avec des mensonges et des déformations lorsqu'il est question de l'Iran. Chaque fois que les Iraniens se sont approchés de nous en cherchant à établir une relation un peu meilleure, le lobby israélien et les milliardaires qui le financent sont intervenus pour l'empêcher. Maintenant, ils ont la guerre qu'ils croyaient vouloir. Le danger est évident. Washington continue d'habiller cela en nécessité alors que cela ressemble beaucoup plus à une habitude vêtue d'un complet très coûteux. Si nous nous engageons dans le plan de destruction totale que veut Graham, dans une guerre totale contre l'Iran, nous inviterons de futures frappes nucléaires contre les États-Unis. C'est la réalité. Nous ne pourrons pas frapper les autres impunément pour toujours. Je pense que les Chinois et les Russes l'ont déjà clairement fait comprendre. Je ne vois aucune preuve qu'ils souhaitent la guerre avec nous, mais s'ils pensent qu'Israël va employer une arme nucléaire, encore plus si nous le faisons nous-mêmes, alors tout est possible. Et en ce moment, toute la région se retourne résolument contre nous et contre Israël. Une grande partie du monde fait de même. Ce langage creux sur le fait de réparer les choses pour le monde est absurde. Il n'y a aucune preuve que ceux qui pilotent cela se soucient réellement du monde. Le reste du monde se dirige vers une dépression économique. Des billions de dollars de richesse sont en train d'être détruits sur les marchés asiatiques. Le Sud global fait face à des conséquences qu'il ne peut pas absorber, parce qu'il ne dispose ni d'immenses réserves de pétrole, ni d'immenses réserves de liquidités. Le Japon et la Corée pourraient s'effondrer financièrement à cause de cela. Rien de tout cela ne mettra fin à l'Iran en tant qu'État ou nation, contrairement aux fantasmes qu'on nous vend. Ce que cela fera, en revanche, c'est nous enterrer en termes de position internationale et détruire notre capacité à faire affaire avec les autres. Nous nous dirigeons vers un isolement complet sur les plans économiques, politiques et militaires, et la plupart des gens aux États-Unis
ne le comprennent pas. Wall Street a été décrite ce matin comme complaisante, et c'est exactement cela. Les gens pensent encore que nous contrôlons le monde. Ce n'est pas le cas, et nous allons recevoir une leçon très dure à ce sujet. Le marché adore un exposé livré avec assurance, du moins jusqu'à ce que les chaînes d'approvisionnement commencent à lire la carte. Cela me ramène à la question du pétrole et à un autre sujet dont on discute. Les Houthis ont indiqué que, si cette attaque allait de l'avant, cela pourrait être pour eux le déclencheur d'une fermeture du détroit de Bab el-Mandeb. Cela créerait un autre point d'étranglement majeur pour le transport maritime mondial, en plus du détroit d'Ormuz. Une proportion croissante du transport maritime serait coupée, y compris des routes que l'Arabie saoudite utilise déjà comme contournement d'Ormuz. Et il existe une autre vulnérabilité importante, l'oléoduc qui longeait ce que nous appelions, pendant Desert Storm, la route de l'oléoduc. Cet oléoduc pourrait être détruit n'importe quand si les Iraniens le voulaient. Ils n'auraient même pas besoin de détruire Jeddah, ni les ports de la mer Rouge. Ils pourraient simplement détruire cet oléoduc. La plupart des oléoducs dirigés vers le nord ne fonctionnent déjà plus. L'Europe est déjà dans un désert en matière de pétrole. Une fois la mer Rouge effectivement fermée, plusieurs millions de barils de pétrole supplémentaires par jour disparaissent du marché et l'Europe se retrouve dans une position impossible. La théorie de la victoire facile devient toujours étrangement silencieuse quand quelqu'un commence à compter des barils au lieu des applaudissements. Et tout cela ne peut pas être mis uniquement sur le dos de Trump, même s'il a clairement renforcé l'échec et aggravé la situation. Si on remonte à l'administration Biden, elle a joué un rôle clé dans la destruction du pipeline Nord Stream et les gens ont applaudi comme s'il s'agissait d'une libération du chantage russe. C'était absurde. Le résultat, c'est la désindustrialisation de l'Europe. Le niveau de vie recule. Ajoutez à cela la disparition des approvisionnements en pétrole, qui laisse des pays pratiquement sans énergie, à moins de brûler du charbon ou de remettre rapidement en service des centrales nucléaires, ce qui se produit déjà au Japon et, je crois, en Corée, et la direction générale devient évidente. La dépression mondiale. Trump pense que tout cela tourne autour de lui, de sa victoire, de son besoin de dominer afin de remplir ses promesses et ses obligations envers le lobby israélien et ses soutiens milliardaires. Mais c'est plus grand que lui. Cela concerne l'humanité. Cela concerne les gens de cette planète qui vont souffrir pendant des décennies à cause de cette folie. Cette souffrance inclura des famines parce que les engrais nécessaires ne seront pas disponibles. La Russie ne peut pas compenser la différence. La Chine non plus. Il n'existe aucune réelle compréhension, au sommet, des conséquences qui découleront de ce que Trump menace de faire. Il est étonnant de voir combien de fois leadership historique finit par signifier que ce sont d'autres qui héritent des ruines. Personne ne va lui dire quoi que ce soit de tout cela. Personne, là-dedans, ne s'en soucie. La vraie question devient donc, qui conseille le président? Qui sont ces gens? Que savent-ils? J'ai connu quantité d'officiers de l'Air Force au fil des années, et je n'en ai jamais rencontré un seul qui ne croyait pas, au fond de lui, qu'avec assez de bombes, assez de missiles, assez de roquettes, assez d'argent, assez de munitions et assez d'avions, l'Air Force pouvait gagner n'importe quelle guerre, n'importe où, n'importe quand. C'est un article de foi pour eux. Donc, ce n'est pas du côté du Conseil militaire qu'il faut attendre le moindre apaisement. Ce sera catastrophique. Il reste donc les gens du premier cercle qui disent à Trump exactement ce qu'il veut entendre et lui cachent ce que cela signifie pour le reste du monde. Quand chaque problème est présenté à une pièce remplie de croyants de la puissance aérienne, la conclusion arrive généralement avec des ailes. Les noms qui reviennent sont assez révélateurs. Jared Kushner, Steve Witkoff, Lindsey Graham, Stephen Miller, Howard Lutnick. On ne voit presque jamais Trump dans le bureau ovale pendant un certain temps, sans que Lutnick soit quelque part à proximité, tout sourire. Ce sont ces gens qui créent l'environnement informationnel autour de lui, qui lui donnent ce qu'il veut entendre tout en le protégeant des véritables conséquences. C'est un système très efficace, si le but est de protéger l'ambiance dans la pièce contre les faits à l'extérieur. Ce qui est frappant, c'est que même certaines voix de l'establishment commencent à dire tout haut ce qu'elles évitaient auparavant de dire. Sky News, qui a généralement été un média fiable pour la ligne américaine, surtout pendant les années Biden, a reçu le professeur Clark et il a dit tout haut la partie qu'on gardait d'ordinaire sous silence. Trump veut vraiment une entente, les Iraniens le savent, et ils pensent être dans une bien meilleure position qu'au moment où la guerre a commencé. 13 000 cibles ont peu être été frappées, mais politiquement les Iraniens pensent qu'ils gagnent, et ils ont probablement raison. Selon Clark,
Si une proposition était mise sur la table, les Iraniens offriraient des formules que Trump pourrait saisir pour pouvoir déclarer victoire et partir, et la réouverture des détroits serait assez facile pour l'Iran, parce qu'il pourrait toujours les refermer plus tard. La recherche d'une rampe de sortie commence généralement juste après que le discours de victoire commence à coûter trop cher. Je pense que cette analyse rate l'essentiel. Oui, les Iraniens sont convaincus qu'ils gagnent stratégiquement, et je ne vois pas grand-chose, ni au sol, ni du point de vue militaire, qui le démente. Nous avons tout misé, poussé tous les jetons au centre de la table, dans l'espoir que la puissance aérienne, à elle seule, finisse par fonctionner, que nous puissions bombarder notre chemin vers le succès. Pourtant, toutes les preuves matérielles pointent dans l'autre direction. Et si c'est vrai, alors ce qui nous attend à 20H sera probablement la même chose, mais en pire. C'est le miracle récurrent promis par l'escalade ratée. La prochaine ronde fera enfin ce que la dernière n'a pas fait. Il y a toujours une incapacité totale à comprendre que manquer de cible ne signifie pas avoir obtenu la victoire. L'hypothèse semble être « nous avons manqué de cible », la guerre est terminée, nous avons gagné. Cela n'a jamais fonctionné. Les politiciens imaginent toujours que, s'ils larguent suffisamment de bombes sur quelqu'un, cette société se brisera parce qu'eux-mêmes n'enduraient pas ce niveau de bombardement ininterrompu. Ils ont toujours tort. Les gens qu'ils imaginaient voir abandonner n'abandonnent pas. La guerre, malheureusement pour eux, refuse de respecter le calendrier d'un cycle médiatique de type campagne électorale. C'est pourquoi je pense que Clark se trompe. Les Iraniens voudraient évidemment voir la guerre se terminer. Quiconque a vu la guerre ou a vécu la destruction veut que cela cesse. Mais ils ne cherchent pas à faire bien paraître Trump. Ils ne cherchent pas à lui offrir une formule qui lui permettrait de se lever et de déclarer victoire, comme si personne ne pouvait le défier. Je ne crois pas qu'il s'y intéresse le moins du monde. Pendant ce temps, il y a tellement de sang absorbé dans cette région, tellement de destruction, tellement de nouveaux ennemis qui sont créés, et tellement d'acteurs qui commencent à penser qu'ils devront intervenir pour mettre fin à tout cela, que je ne peux pas suivre Clark là où il veut aller. Tous les adversaires ne sont pas impatients de se porter volontaires comme accessoires dans l'annonce de victoire de quelqu'un d'autre. Depuis le début, surtout lorsqu'il est devenu clair après le 7 octobre que les événements n'étaient pas ce qu'ils avaient d'abord paru être, et qu'un plan beaucoup plus large avait été mis en mouvement, j'ai essayé de ne pas aborder cela à partir d'une position anti-israélienne réflexe. Au contraire, j'ai toujours vu des qualités dans l'État israélien, dans le peuple israélien et dans les forces armées israéliennes. Mais nous sommes maintenant arrivés à un point où beaucoup de gens dans la région considèrent en privé qu'il n'existe plus d'autre solution que la disparition d'Israël de la carte. Cela m'inquiétait depuis le début. Et voici le problème. Nous ne pouvons pas régler cela. La puissance militaire américaine peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas résoudre le problème fondamental d'Israël avec ses voisins. Israël est perçu comme étranger, comme un corps étranger, plus que jamais dans son histoire. Toute possibilité d'accommodement entre l'État d'Israël et la région dans son ensemble, si elle a déjà existé, a disparu. Elle a disparu. Il suffit d'écouter quelqu'un comme Ben-Gvir, qui est étonnamment ouvert et honnête quand il parle de vouloir tuer tout le monde. Netanyahou dit à peu près la même chose, mais dans un langage plus habillé. Il n'y a pas de solution facile ici. La vraie question pour nous est celle de ce qui vient ensuite, lorsque la prochaine vague d'opérations échouera. Je n'ai pas de bonne réponse, sinon que la bonne réponse serait le désengagement. Mais tout le monde à New York et à Washington va insister pour dire que nous ne pouvons pas faire cela, que nous devons gagner cela pour Israël. Le slogan du « il n'y a pas d'autre solution » apparaît généralement quand toutes les solutions précédentes ont déjà été brûlées. C'est exactement ainsi que fonctionnent les pièges d'escalade. Le docteur Robert P. met en garde depuis un certain temps contre ce type de sophisme de l'escalade. L'idée qu'on peut se faire aspirer dans des échecs toujours plus grands et toujours plus coûteux parce qu'on ne supporte pas d'être perçu comme perdant. Et il y a un autre problème troublant au cœur de ce piège. Pour que le bon choix soit fait, l'homme au sommet devrait avoir les facultés et la sagesse nécessaires pour regarder les faits et dire que poursuivre sur cette voie n'a aucun sens et ne fera que lui nuire davantage. Pourtant, Trump a tenu une conférence de presse dans laquelle il affirmait que les Iraniens voulaient, en réalité, qu'il continue de les bombarder. À partir de là, l'exposé ne ressemble plus à du renseignement, mais à de l'autoglorification avec conséquences militaires. La question qu'on lui a posée était évidente. Pourquoi des Iraniens voudraient-ils voir leurs propres infrastructures détruites et leur électricité coupée? Est-ce que cela ne reviendrait pas simplement à les punir pour les actions du régime?
La réponse de Trump a été qu'il serait prêt à souffrir cela pour obtenir la liberté. Il a affirmé qu'il y avait eu de nombreuses interceptions montrant des Iraniens disant « Continuez à bombarder », alors même que des bombes tombaient près de leur maison, et que lorsque les bombardements s'arrêtaient, il disait « Revenez, revenez ». Lorsqu'on l'a relancé, il s'est contenté de dire qu'il voulait la liberté. C'est le genre d'affirmation qui ne survit que dans une pièce où personne n'a le droit de rire ni de demander les transcriptions. J'ai écouté cet échange plusieurs fois, et je pense qu'il y croit. Je pense qu'il croit réellement que les Iraniens veulent qu'il continue de les bombarder, qu'il est en quelque sorte en train de les aider. Et si c'est sa mentalité, il devient très difficile de voir comment une catastrophe pourrait être évitée après 20 H ce soir. Quand la propagande commence à convaincre ses propres auteurs, la politique devient généralement la prochaine victime. Quand je regarde Téhéran, et pas seulement Téhéran, je vois des quartiers civils qui ont déjà été bombardés avec fureur et sauvagerie par nous. La plupart des gens auxquels Trump faisait probablement référence, ceux que les Américains décriraient comme appartenant à la classe moyenne ou à la classe moyenne supérieure, des gens relativement prospères qui voulaient une société différente et s'opposaient à la théocratie, sont morts. Nous les avons tués. Je ne sais donc pas à qui ils s'imaginent parler. Pour moi, cela n'a aucun sens. Peut être que quelqu'un à la Central Intelligence Agency, la CIA, entre dans la pièce avec des papiers absurdes en lui disant que c'est la preuve que les gens veulent que l'Amérique continue de bombarder parce que l'Amérique leur apporte la liberté. Mais l'ensemble du raisonnement est grotesque. À quel point le reste du monde devrait-il être stupide, et à quel point devrions-nous l'être nous-mêmes pour continuer à croire que tout ce que nous faisons apporte la liberté, la démocratie et les droits humains à qui que ce soit. L'argumentaire de vente continue d'arriver longtemps après que le produit a déjà explosé à la livraison. La vérité, quand Trump la laisse échapper, est beaucoup plus révélatrice. Il veut le pétrole. Khouzestan, près de la frontière irakienne, est l'endroit où se concentrent la plupart des champs pétroliers. Il veut cela. Les Israéliens le veulent aussi. C'est ainsi qu'ils imaginent non seulement s'enrichir, mais aussi exercer une domination stratégique sur l'ensemble de la région et au-delà. Donc, quand il dit cela ouvertement, il dit la vérité. Puis il se retourne et lit une formule préparée expliquant que les pauvres Iraniens veulent que nous continuions à les bombarder parce que c'est la voie vers la liberté. C'est absurde. Le texte préparé dit libération, l'improvisation dit pillage. Des deux, c'est généralement l'improvisation qui est la plus honnête. Nous allons donc bientôt voir ce qui se passera ensuite. Si Trump annonce quelque chose de majeur ce soir et commence à frapper des centrales électriques et des cibles semblables, je ne m'attends à rien de fondamentalement nouveau. Je sais que nous disposons de technologies capables de provoquer des coupures temporaires ou de mettre un réseau hors service pendant une courte période. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ce qu'il a en tête. Je pense qu'il parle plutôt de frappes plus intensives, conçues pour infliger davantage de dommages à l'Iran dans l'espoir de provoquer la désintégration de l'État et de la société. En d'autres termes, ce qui vient ensuite sera ce que nous avons déjà vu, mais en pire. L'emballage change. L'escalade demeure le même produit dans une boîte plus bruyante. Les Iraniens y sont préparés. Les Russes et les Chinois sont déjà présents en Iran, aidant à la défense aérienne et à d'autres capacités en prévision exacte de ce scénario. Je pense que les Iraniens vont survivre à cela. Je pense qu'ils vont riposter. Et je pense que la guerre ne prendra pas fin. Ce que Trump semble vouloir, c'est une soi-disant frappe décisive. Une frappe censée mettre fin à la guerre qu'aucun pays ne pourrait supporter. Je ne crois pas que cela va se produire. Tragiquement, cela signifie que rien ne change. Il va continuer à monter au pupitre jour après jour, semaine après semaine, à fanfaronner comme il l'a toujours fait. Il va tenter de rassurer les marchés. Cela ne fonctionnera pas. Les marchés vont s'effondrer. L'économie va plonger. Le système financier va entrer en crise. Tout cela va arriver, et il ne sera pas en mesure de maîtriser la situation. À un moment donné, quelqu'un devra se lever et dire que cela ne peut pas continuer, que cela doit s'arrêter. Mais ceux qui ressentiront le plus la douleur ne sont pas les gens de New York ou de Washington DC, ni ceux de McLean ou de Potomac. Ce sont les Américains ordinaires du reste du pays, et ils vont payer un prix terrible. Le pupitre, sans doute, restera bien éclairé même lorsque tout le reste commencera à vaciller. Il ne s'agit pas seulement du prix du pétrole. Les gens doivent le comprendre. Tout va augmenter. La vie va devenir misérable. Il y aura un prix terrible à payer. Je ne crois pas que Trump va reculer.
Ce serait merveilleux s'il annonçait, après plus de discussions, qu'il a décidé de suspendre ce qu'il voulait faire. J'accueillerais cela avec soulagement. Mais je ne crois pas que cela va arriver, parce qu'il sait qu'il n'y a aucun avenir dans sa stratégie de négociation, laquelle consiste à traiter avec mépris la population contre laquelle on se bat, à mentir à ses dirigeants, puis à l'attaquer. Dans cette formule, la négociation est surtout traitée comme un bref entracte avant la prochaine menace. Nous allons donc le savoir assez vite. À en croire tout ce qu'on voit jusqu'à présent, il n'y a eu aucun changement à son message précédent sur Trousse sociale. Tout semble toujours se diriger vers 20H ce soir, et ce qui viendra après pourrait nous montrer à quel point nous sommes déjà profondément enfoncés dans ce piège d'escalade. Et comme d'habitude, le compte à rebours bénéficie d'une meilleure mise en scène que les conséquences. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.